Culture Soccer. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast 100% nord-américain. Et on est aujourd'hui le trio des rédacteurs en chef qui sont là. On va parler de MLS et de USL, c'est pourquoi je suis avec notamment Adi Raphaël. Bonjour Adi. Allô Antoine, allô Anthony. Ça va ? Ouais, ça va et toi ? Ça va très très bien. Et toi Anthony de Varenne, comment ça va ? Je ne peux être plus content avec le début de la saison de USL. Là. Ça va très très bien et vous? Ça va très bien. En effet, on va parler... Pardon, vas-y Adi. Ouais, je pensais que tu serais content qu'on se retrouve tous les trois, mais non, il s'en fout. Il s'en fout, Anthony, là. Ça fait genre la première fois qu'on se retrouve tous les trois depuis genre des lustres. Puis lui, il pense à son USL de merde. Non, je blague. En effet, on va parler beaucoup de cette USL. Peut-être pas en l'appelant comme ça, mais on va en parler beaucoup sur ce podcast en deuxième partie. Mais d'abord, il y a quand même pas mal d'actualités en MLS. La première semaine était, il y a une semaine exactement, puisqu'on enregistre le samedi 7 mars. Et depuis, deux grosses nouvelles dont on voulait parler un petit peu spécialement. Tout d'abord, Adi, ça te fera énormément plaisir, j'imagine, en tant que supporter montréalais, puisque l'Impact a acquis un nouveau joueur désigné, Victor Wanyama de Tottenham. Dis-nous en plus comment c'est arrivé et où est-ce qu'il va jouer un petit peu dans ce système de l'Impact. Écoute, comment c'est arrivé, personne ne le sait. C'est juste, d'après ce que Olivier Renard a dit, c'est que c'était une opportunité qui ne pouvait pas laisser passer. Il y a eu cette opportunité-là. Ce n'est pas un poste qu'il voulait spécialement renforcer avant de l'avoir, sauf que des fois, quand on se retrouve avec ce genre de joueur-là qui est disponible, il faut savoir prendre le taureau par les cornes et puis faire compléter la transaction parce que c'est quand même un des joueurs, ça va être un des joueurs phares de la MLS en tant que tel. Si on regarde, par exemple, sur le site très connu de Transfer Market, c'est déjà, sans avoir joué un seul match, le 5e joueur avec la plus grosse valeur sur Transfer Market en MLS. Donc, c'est un gros coup d'un point de vue, bien évidemment, marketing, d'un point de vue qualité, bien évidemment. Après, je suis très curieux de voir comment Thierry Henry va l'utiliser sur le terrain. Oui, d'ailleurs, c'est le bon moment pour plugger le nouveau podcast qu'on a aussi sur Culture Soccer, au cas où vous ne l'auriez pas vu. De temps en temps, tu parles de tes coups de gueule en MLS et puis dans le soccer en général. Et tu as fait le premier, justement, sur cette acquisition de Wanyama. Est-ce que tu peux présenter vite fait le concept du podcast ? Oui, exactement. En fait, c'est très drôle et je vais être très honnête et mettre les cartes sur la table. C'est ma femme qui m'a donné cette idée-là. Elle me dit, écoute, elle dit, ça a l'air que le monde, ils aiment quand tu t'énerves. Donc, voilà. Pourquoi tu fais pas un podcast où juste tu fais une gueulante puis de ce qui te dérange? C'est sûr, c'est pas spontané ou quoi que ce soit. Il y a une certaine réflexion derrière, bien évidemment. Et puis, c'est ça. Je fais ça. C'est un mini-podcast. Je vais pas l'appeler un podcast parce que c'est un mini-podcast. Le but, c'est que ce soit jamais plus long que 10 minutes. Dans ce cas-là, il est à peu près de 7 minutes et quelques. J'aimerais juste remercier, bien évidemment, Another ID qui a fait le logo, une compagnie de design. Et bien évidemment, Nada Raphaël, une de mes sœurs, qui a fait, elle, le jingle, qui est quand même assez intéressant avec quelques petites phrases d'entraîneur qui sont sympathiques. Donc voilà. Et le premier épisode, effectivement, j'ai décidé de le faire sur la signature de Wanyama. Et la raison, en fait, c'était simple. C'est que beaucoup pensaient que le fait de signer Victor Wanyama allait pousser Samuel Piet sur le banc. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, les gars, parce que moi, j'ai déjà donné mon avis sur coup de gueule, mais j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Je vais prendre la première, je laisserai Anthony parler juste après, mais je vais commencer en disant que moi je suis très intéressé par cette signature parce qu'à 28 ans il est quand même assez dans un âge plutôt bon. Apparemment il y a des blessures et des problèmes à Tottenham, mais justement ce genre de joueur c'est un peu le profil qu'on a vu se relancer en MLS dans le passé. Il peut jouer, il y a 3 ans de contrat il me semble, donc il peut jouer vraiment titulaire pendant 3 ans. Je sais pas où il jouera à côté de Piet. Je t'avoue que j'étais aussi un peu perplexe quand on a commencé à parler un petit peu de l'addition. Je connais pas assez le système de Tottenham pour dire s'il peut jouer autre part qu'en 6, Wanyama, ou s'il joue souvent à 2 ou à 3 milieux de terrain. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que Piet sera assez important pour Thierry Henry. À mon avis, il l'a vite compris. Donc ça m'étonnerait que Thierry Henry s'en débarrasse.
Non, je trouve que c'est une signature hyper intéressante. En plus, il a été gratuit. Ils ont juste eu à acheter les droits à New England pour 150 000. Certes, le salaire sera probablement conséquent, mais c'est un joueur d'expérience qui a capitaine de son équipe kenyane. Donc, franchement, c'est une belle signature, un peu le genre de signature qui est moins reluisante que d'autres en Europe. Que d'autres clubs MLS en Europe, mais qui peut vraiment changer la phase d'une franchise. Je suis en train de penser un peu à Jack Price il y a 2 ans quand il est arrivé à Colorado, qui a complètement changé le jeu de Colorado et qui avait signé un peu incognito. Wanyama n'a pas signé incognito que son statut de joueur désigné, mais c'est pas forcément les stars européennes qu'on attend. Mais ça peut faire très bon travail en MLS. Tu es d'accord avec moi, Anthony? Oui, vraiment. Et même s'il est arrivé libre là, et qu'il y a eu la saison 2019-2020 est un peu plus difficile, c'est quand même un joueur qui vaut 12 millions d'euros sur Transfer Market. Donc, c'est pas rien non plus. Et vraiment, moi, j'ai vraiment l'impression qu'un milieu Piet Wanyama Taider, là, ça devient un des meilleurs milieux en MLS. Là, ça va être du très, très solide au milieu. Je pense pas qu'il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont être capables de surpasser ce milieu-là, très physique désormais. Là. Exactement, exactement. Je pense que ça va être quelque chose de très physique. J'aimerais juste répondre à Antoine un peu. Tu as parlé un peu de comment il pourrait jouer. Il peut jouer en double pivot, comme on appelle ça. On appelle ça double pivot, donc avec 2-6, avec un 6 un peu plus aventurier, on va dire, et ce qui pourrait être Wanyama. Parce que la différence entre Piet et Wanyama, c'est que Piet, c'est quelqu'un qui essaye beaucoup de se développer comme quelqu'un qui va pouvoir casser les lignes avec sa passe. Il n'est pas encore extraordinaire, mais sauf qu'il s'améliore. On a vu une grosse amélioration de Samuel Piet l'année passée, où il est capable de casser les lignes avec sa passe, donc une passe que ce soit entre les lignes ou une passe sur le côté qui est en profondeur ou même des changements de côté. Wanyama, ce qui est intéressant, c'est qu'il est capable, de par son physique, de dribbler, pas spécialement dribbler avec des croisements de jambes, mais plus de dribbler physiquement, juste passer un peu comme de force, passer un peu 2 ou 3 joueurs. Et c'est ça qui est intéressant. En conduite de balle, c'est quand même un joueur très intéressant. On peut le voir si vous voulez voir les highlights, mais aussi, moi, pour l'avoir vu, bien évidemment, jouer en Premier League avec Tottenham, c'est quelque chose qui est intéressant parce qu'on n'a pas ce genre de joueur-là qui peut passer en force. Si jamais il a une personne un défenseur sur lui, il est capable de se retourner et puis passer avec un coup d'épaule, puis directement l'effacer de ce point de vue-là. Donc, en jouant en double pivot, on peut avoir Piet qui va faire s'occuper des changements de côté et ce genre de choses, les passes entre les lignes, ainsi de suite. Puis Wanyama qui va juste à ce moment-là, dès que il y a un peu trop de pression sur lui, il va pouvoir casser cette première ligne-là pour après lancer les ailiers. Donc ça peut être quelque chose de très très intéressant dans un 4-2-3-1 ou dans un 4-3-3. Ouais, c'est vrai que dans les phases de transition, ça peut être très intéressant pour l'Impact. En plus, ils ont l'air de vouloir jouer quand même assez rapidement cette année. Donc, pourquoi pas, en effet. L'autre grosse nouvelle de cette semaine en MLS, c'était un peu la semaine dernière, le week-end dernier, c'est Joseph Martinez. On en avait parlé rapidement, Adi, dans notre podcast, parce qu'on l'avait découvert en direct, mais on n'avait pas vraiment eu le temps de réfléchir plus que ça dessus. Il s'est fait les croisés, donc c'est du genou, donc voilà, possiblement entre 6 mois et 12 mois d'absence. On ne sait pas encore exactement combien de temps, mais il est possible qu'il ne fasse aucun match cette saison avec Atlanta. C'est extrêmement problématique pour Atlanta, puisque c'est leur meilleur joueur, leur attaquant de pointe. Tout leur jeu, je trouve, est basé vraiment sur le fait que Joseph Martinez soit devant. Et surtout, ils se sont débarrassés de pas mal d'attaquants qui pouvaient un petit peu le remplacer pendant le mercato, notamment je pense à Brandon Vasquez qui est parti à Cincinnati, ou à Villalba qui est aussi parti d'Atlanta. Donc la question, c'est comment Frank De Boer va faire évoluer son équipe la saison prochaine. Est-ce qu'ils vont jouer avec un faux numéro 9 avec Pity Martinez ou Ezequiel Barco, ou est-ce que Adam Jan, qui est le seul autre attaquant dans ce roster de Atlanta United, va pouvoir le remplacer? Alors Adam Jan, il vient de la USL et ça tombe bien parce qu'on a Anthony avec nous. Donc Anthony, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de Adam Jan? Je ne te demande pas s'il a le même niveau que Joseph Martinez, mais est-ce qu'il a les épaules pour jouer les remplaçants pendant la blessure? Oui, en fait, moi, Adam Jan en USL, là, je l'avais quand même aimé, même si c'est pas mon buteur favori dans cette ligue-là. Je pense que c'est vraiment qu'il a été bien entouré à Phoenix parce que il y a 2 ans, il avait joué un peu avec OKC et en 10 matchs, il avait fait 3 buts. C'est pas mauvais, mais si on fait les proportions, c'est une saison régulière, c'est environ une dizaine de buts.
L'année dernière avec Phoenix, il a fait 17 buts. C'est pas mauvais, mais c'est même vraiment bon. Mais je pense que c'est ça. C'est parce qu'il était bien entouré. Il y avait Solomon Asante avec lui, il y avait Junior Flemings. Il y avait des joueurs vraiment qui lui donnaient des bons ballons. Par exemple, là, j'ai quand même peur pour Atlanta si c'est lui qui est le premier buteur. Je pense que c'est une bonne doublure, mais que pour être un partant MLS, je pense qu'il y avait mieux soit en MLS ou en USL, parce que je sais pas si vous vous rappelez les gars, mais Adamian a joué quand même récemment en MLS là, avec Columbus lors de la saison 2016-2017 et même 2017-2018 avant qu'il parte. Mais sa dernière saison, on pourrait dire pleine en MLS, c'est 21 apparitions avec le crew de Columbus. Et il avait seulement inscrit un but. Là, et je veux pas que les supporters d'Atlanta se stressent encore plus. Mais même la saison dernière, dans les 8 derniers matchs, quand ça commençait à compter, là, il avait seulement fait 3 buts à ses 8 derniers matchs, là, dont un match où il avait fait un doublé. Là. Donc, des fois, on dirait qu'il devient en méforme, même avec les meilleures équipes. Là. Donc, je suis pas très rassuré si Atlanta reste avec Jan. Et juste une petite question rapidement, c'est quoi son profil un petit peu? Est-ce que c'est un mec technique ou plus qui reste dans la boîte? Est-ce que tu sais un petit peu s'il peut participer vraiment au jeu d'Atlanta ou il est juste là pour attraper les centres? Moi, de ce que j'ai vu avec Phoenix, c'était vraiment quelqu'un exactement pour rattraper les centres. Il est plus finisseur, il laissait Asante, Flemings, Lambert vraiment créer le jeu et lui, il tentait de son mieux de conclure les actions. D'accord. Toi, Adi, la dernière fois qu'on en avait parlé, là, la semaine dernière, tu pensais plus voir un faux neuf? Ouais, je pense que ça va être ça parce que si tu remarques, excuse-moi, si tu remarques, Adam Jan, pardon, oui, on a parlé de Columbus, mais il faut pas oublier aussi qu'il a joué longtemps aux Earthquakes aussi à San Jose. Et si tu regardes, en général, dans sa carrière, il a fait 103 apparitions en MLS, que ce soit avec San Jose ou Columbus. Et en 103 apparitions en MLS, il a juste marqué 12 buts. C'est pas mauvais du point de vue où tu marques un but aux 10 matchs. C'est pas si mauvais que ça. Par contre, c'est pas ça pour remplacer quelqu'un qui faisait la production de Joseph Martinez, aussi bon que soit Atlanta. Je pense qu'Adam Jan, déjà, il a été amené pour amener quelque chose, un profil différent de Joseph Martinez, qui serait un peu complémentaire au cas où il vous jouez deux devant, parce que comme l'a dit Anthony, c'est quelqu'un qui va plus jouer un jeu de tête, qui est un peu quelqu'un de grande taille, qui va faire sa tour de contrôle avec Joseph Martinez qui tournait autour, au cas où ils ont besoin de marquer 1 ou 2 buts rapidement en fin de match ou au début de match, ou changer un peu quand la défense adverse n'était pas très physique. Par contre, le voir titulaire seulement tout seul dans je pense, il joue en 4-3-3 ou 4-2-3-1 Atlanta, si je me rappelle bien. 4-2-3-1, je pense. Bref, je pense pas que ce serait la solution. Je m'attends beaucoup plus à un faux neuf. Bien évidemment, que ce soit Martinez, Pity Martinez, soit Barco. Et je pense qu'ils pourront un peu tourner entre les deux. Par contre, tu as parlé un peu de Tito Villalba. Ben voilà où, pour moi, je comprends toujours pas pourquoi ce joueur-là est parti. Je sais qu'il y avait, il paraît, certaines mésententes avec Frank de Boer, mais en tout cas, Frank de Boer, de par sa carrière, il en a eu beaucoup de mésententes. Puis c'est pas quelque chose qui est très rassurant. C'est vrai que c'est dingue qu'il s'est séparé de lui et de Vasquez, et puis qu'après ils ont ramené Adam Jan, et puis que finalement ils vont peut-être pas le faire jouer, alors que si tu ramènes un autre attaquant, il faut que ça soit la doublure, il faut que ce soit un mec avec qui tu peux avoir confiance au cas où Martinez se blesse. Je pense que tu as raison, et que Pity jouera sûrement faux neuf avec Mulroney à gauche. Ouais. Sinon ils ont aussi acquéri JJ Williams récemment de Columbus, mais je pense que c'est aussi pour jouer les seconds rôles. Et apparemment, ils sont en train de chercher un petit peu dans la ligue. Le Houston Dynamo aurait refusé une offre pour Christian Ramirez. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément énormément de cap salarial, puisque Joseph Martinez compte quand même. Et
Qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, et puis les autres équipes savent que Atlanta a besoin d'un attaquant, donc ils peuvent fixer les prix très haut. Ça dépend, hein. Ça dépend. Ils peuvent placer Joseph Martinez sur blessure à long terme, mais pour season end injury, donc en disant que c'est la fin de sa saison, puis il reviendra pas cette saison. Par contre, si jamais Joseph Martinez se remet pour les playoffs, qui sont qualifiés en playoffs, et qu'ils l'ont placé comme ça, ils pourront plus le remettre sur le roster. Donc c'est une décision assez difficile, mais si jamais ils le mettent comme season end injury, ben je pense que son salaire compte plus sur la masse salariale. Donc, à ce moment-là, tu libères un gros espace. Il me semble que le statut de joueur désigné, par contre, est toujours pris. Faut qu'on vérifie, mais en tout cas, il y a une certaine flexibilité, mais il reçoit un certain nombre d'argent, mais ils peuvent pas signer un joueur désigné, par exemple. Donc, l'idée, ce serait d'avoir un prêt. J'ai suivi des rumeurs pour Carlos Bacca ou Daniel Sturridge, mais lui, il ne peut pas jouer depuis pendant 3 mois encore. Donc, à voir pour Atlanta, mais c'est un début de saison qui, du coup, ne commence pas forcément si bien. Heureusement, ils jouent contre Cincinnati ce week-end, donc c'est peut-être le meilleur moment pour. Non, mais c'est vrai, pour essayer un faux numéro 9, pour essayer Adamian. La défense de Cincy, c'est pas forcément la meilleure de la ligue, donc pourquoi pas. Je propose qu'on passe à l'USL, messieurs. Ouais, bonne idée. Ça me va. Alors, Anthony, tu es notre grand spécialiste. Tu viens de nous faire un guide très complet sur Culture Soccer sur la saison du USL. On va faire, je pense, conférence par conférence, en commençant peut-être par aller par l'Est. Qui sont les favoris cette saison? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu peut-être les plus gros mouvements et nous dire voilà, qui pour toi a le plus de chances de s'imposer cette saison? Oui, c'est sûr, comme pratiquement à chaque saison, là, rapidement comme ça, je voulais dire, mais les équipes qui risquent d'être en tête, c'est Indy 11, Tampa Bay et Louisville. Malheureusement, j'ai commencé par celui qui avait fini à la première place, les Riverhounds de Pittsburgh. Ils ont perdu leurs meilleurs éléments en Kyle Morton qui est parti à Saint-Louis, Nico Brett qui est parti à Birmingham et Joe Greenspan, le défenseur de l'année qui est parti à San Diego rejoindre notre ami London Donovan. Donc, c'est des grosses pertes qu'ils ont tenté de remplacer avec des joueurs comme Ropapa Mansa de Nashville, Skylar Thomas du Valor FC, mais qui n'avait pas été très convaincant pour la première saison de CanPL. Donc, j'ai assez peur pour les Riverhounds cette année, même si avec leur entraîneur Bob Lively, qui est selon moi le meilleur coach des divisions inférieures, il essaie toujours de trouver il essaie toujours de sortir un petit lapin de son chapeau. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va arriver. Sinon, c'est ça, il y a le français, Thomas Van Yezil, qui vraiment, lui, je l'adore au milieu. Son jeu augmente de saison en saison et on risque de bientôt le voir en MLS parce que vraiment, je crois que la saison de Pittsburgh va être autour de lui. S'il fait de bonnes performances, ça va bien aller, mais s'il est un peu en dessous des attentes, là, la saison risque d'être très longue. Mais si on revient, c'est ça, au trio de tête. Je vais commencer par le Indy 11. On se rappelle, il y a Carl Ouimet qui joue avec Indy 11. On avait eu la chance de le recevoir au podcast. Vraiment, c'est encore la même équipe. Il y a eu peu de départs, mais surtout d'excellentes arrivées comme Connor Angley de Torment FC de League One, qui était tout simplement un des meilleurs latéraux lors de la première saison de League One. Carl Hayworth, le Canadien qui vient du Ottawa Fury. Un latéral très offensif, donc je sais que Indy 11 joue souvent à 3 défenseurs, donc en tant que latéral / ailier, ça va être très intéressant de voir ce joueur-là avec le reste de l'équipe. Sinon, ils sont allés chercher en prêt Cameron Lindley d'Orlando et Andrew Colton. Carlton, je crois qu'il y en a plusieurs qui avaient hâte de le voir en MLS, mais là, ils vont pouvoir le voir assez régulièrement en USL avec une très bonne équipe d'Indy 11. Donc c'est ça. En bref, Indy 11, c'est vraiment complété. Avait déjà un très bon noyau de joueurs, mais là, ils l'ont vraiment amélioré. C'est vraiment d'un autre niveau cette année, surtout en termes de profondeur. Donc, j'ai bien hâte de voir. Peut-être ça, l'interrogation, c'est au niveau des buteurs. La saison dernière, ils avaient Thomas Enevoldson qu'ils avaient finalement transféré à Sacramento et ils avaient Danny Kelly qui a signé cette saison à Charlotte. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire à ce poste-là. Mais sinon, là, j'ai aucune interrogation du côté d'Indy 11. Je ne sais pas si vous avez des commentaires sur Indianapolis.
Ben, c'est sûr que Carlton, c'est lui qui va remplacer les buteurs partis. Hein. C'est un attaquant. Puis c'est ce genre de joueur-là qui est très, très prometteur, qui vient d'Atlanta, qui est prêté par Atlanta, tout juste 19 ans. Il a déjà quand même joué avec Atlanta United 2. Donc, tu devrais quand même le connaître un peu. Donc voilà, je sais pas, moi je trouve que c'est un beau fit. Et puis, parce que j'ai vu, il a quand même joué quelques matchs avec l'équipe A d'Atlanta, Carlton, puis ça a l'air d'un joueur avec beaucoup, qui a beaucoup de qualité. Donc peut-être le voir en USL, ça m'étonnerait pas aussi qu'il remplace super bien dans une équipe aussi bien, dans un collectif aussi bien où il est que celui de Indy 11. Ça m'étonnerait pas qu'il performe très très bien Andrew Carlton avec son équipe. OK, parce que juste pour acheter sur Colton, moi, de qu'est-ce que j'avais vu en ESL, c'était vraiment plus un ailier, là, soit gauche ou droit. Il pouvait peut-être remplacer un peu en termes de buteur, mais moi, je le voyais surtout comme un ailier, là. OK. Pourtant, c'est un buteur. C'est un attaquant de pointe. C'est bizarre. En tout cas, ouais, de ce que quand je l'ai vu en MLS, c'était plus en tant que buteur. OK. Et donc après, il reste deux gros noms devant, le Louisville et puis Tampa Bay Raiders, c'est ça? Exactement, à Louisville. Louisville, là, vraiment. Également, ils ont quand même fait une belle off-season, une belle saison morte. Vraiment, ils sont allés chercher 2 joueurs de Nashville. En fait, Jimmy Hockford, qui avait joué à Nashville la saison dernière, mais qui appartenait aux Earthquakes de San Jose, il est arrivé libre, c'est ça, de la MLS. C'est un excellent défenseur central, très physique et tout. Sinon, ils sont allés chercher Cardon Bone, le milieu de terrain là, du FC Cincinnati. Mais surtout, Cameron Lancaster, vraiment, c'est le buteur historique de cette franchise. Il revient pour être un peu plus pour avoir plus de confiance, plus que la saison dernière avec Nashville. Ça avait été assez difficile, là, donc il retrouve là, ses coéquipiers comme Magnus Rasmussen, Oscar Jimenez, Luke Spencer, Brian Oldby. Donc on retrouve vraiment le noyau de joueurs là, d'il y a 2 saisons qui avait fait tant le succès de Louisville. Donc, j'ai très hâte de voir. Il manque seulement Carl Smith et on retrouve là, l'équipe historique de 2018. Là, ça a été très beau. Mais on souhaite à Carl Smith et même à Greg Ranchitsing de vraiment profiter en MLS. Là, mais vraiment, non. Louisville, là, ça risque d'être très sérieux cette saison. Ils vont se battre je pense que cette année, ils vont se rebattre pour les positions de tête, là, parce que vraiment, avec les additions qu'ils ont fait et les joueurs qu'ils avaient déjà, là, ça risque d'être très constant, comme qu'on a l'habitude de voir à Louisville. Peut-être un début de saison un peu plus moyen comme d'habitude, mais va pas falloir s'arrêter à ça. Là, vers la fin de saison, ça risque d'être la meilleure équipe à l'Est. J'ai aucun doute avec Indy 11. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux me dire sur les nouveaux? Parce qu'on a un nouveau dans la conférence S, c'est The Miami FC. Le The est dans le nom, ce qui me fait toujours rire. C'est pas Miami FC, c'est The Miami FC. Donc c'est la seule équipe qui jouera à Miami cette saison, puisque l'Inter Miami n'y est pas encore, il y a Fort Lauderdale. Et ils arrivent de Nice, l'année dernière, où ils y jouaient. Et ils ont fait un mercato quand même très intéressant. Déjà, ils ont un coach, Nelson Vargas, qui a été au club depuis assez longtemps, même si c'est la première fois qu'il est coach principal. Et puis ils ont fait des recrues sympas. Je pense à Hassan Ndam, qui arrive des Red Bulls 2. Je pense à il y a Lloyd Sam qui est toujours là, 35 ans il me semble. Vincent Bézecourt aussi, l'ancien des Red Bulls, qui est arrivé. Donc parle-moi un petit peu de cette équipe du FC Miami et quelles sont leurs ambitions pour leur première année d'existence. Ouais, en fait, Miami, je pense que dès la première saison, ils vont tenter de s'imposer. Je pense pas que ça va être si facile, même s'ils ont beaucoup de joueurs de qualité. Mais non, j'aime déjà la petite guerre qu'ils font avec l'Inter Miami. Là, ils ont fait une affiche publicitaire disant que c'était le club de Miami, qui n'était pas à Fort Lauderdale. Donc, déjà ça, c'est parfait. Mais si on parle de l'effectif, ils ont ramené un noyau de joueurs de la Nissan et même de leur temps à NPSL. Vraiment, je trouve ça bien. Ça fait poursuivre un peu la culture du club. Ça rend la transition vers une vision supérieure plus facile, plus clémente, parce qu'il y a des joueurs qui connaissent déjà le club, les propriétaires, la direction et tout. Mais si on commence au poste de gardien de but, ils sont allés chercher Brian Sylvestre,
le gardien que vous avez pu voir avec le Ford Madison là, la saison dernière. C'est un gardien que j'aime bien, qui est très physique. Sinon, au défenseur, comme tu l'as dit, il y a Hassan Mdam qui arrive, non des Red Bulls du tout, mais de Cincinnati. Ouais. Ben, c'est drôle, excuse-moi Anthony, mais on en parlait en fait l'année passée quand Cincinnati avait signé une dame, toi tu étais très content, tu avais dit comme quoi ça allait être un joueur qui pourrait très bien peut-être faire partie de la rotation, puis est très physique et très bon. Donc je suppose que tu as encore les mêmes mots. Est-ce que tu penses que le fait que l'année passée il a presque pas joué avec les Red Bulls, avec Cincinnati, est-ce que tu penses que sa progression a été stoppée ou que tu penses parce qu'il a été prêté à la fin à Charlotte, il avait joué quelques matchs, mais c'est quand même dommage de voir un jeune joueur comme ça ne pas jouer pendant une saison complète. Oui, c'est sûr, c'est dommage, mais comme tu l'as dit, c'est ça. Il a pu jouer un peu avec Charlotte, l'indépendance de Charlotte. Et si je me trompe pas, là, il a quand même fait une bonne poignée de matchs. C'est ça. Ce sera pas très long. J'ai juste allé chercher la stat. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Il a seulement fait 5 matchs. Donc, c'est ça. T'as raison. C'est sûr que c'est pas beaucoup. Surtout pour un joueur de son âge qui doit progresser. Là, mais je suis sûr qu'avec Miami, là, il va être dès le départ un joueur clé. Et que sa progression risque de se poursuivre. Surtout qu'il va être accompagné d'un défenseur très, très expérimenté là, en Laurent Solum, qui risque de faire ses dernières saisons à Miami. Là, c'est tout simplement un recrutement exceptionnel selon moi. C'est sûr qu'il avait plus de difficultés récemment à MLS, mais juste pour l'aspect expérience et tout, c'est selon moi une des plus belles acquisitions en USL cette année. Là, vraiment, Oldum, c'est tout qu'un joueur, même à Minnesota, il est très polyvalent, je trouve. Il peut jouer au milieu, en défense. Ça risque d'aider une équipe d'expansion qui peut-être parfois peut avoir plus des difficultés à lier le jeu, même en profondeur. Donc, non, c'est pas mal les deux grosses acquisitions en défense. Si on continue au milieu, il y a Harrison Heath, le fils d'Adrian Heath à Miami. Donc, reste à voir. Moi, je n'ai jamais été impressionné par le joueur. Sinon, là, il y a deux milieux offensifs que j'ai très hâte de voir évoluer à Miami. C'est Sébastien Velasquez qui jouait à El Paso la saison dernière, qui a fait quelques essais en première division colombienne durant la saison morte. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais il revient aux États-Unis et ça risque d'être un des meilleurs milieux offensifs de l'Est selon moi. Sinon, il y a Bézécourt également, le milieu offensif français là, qui risque de revenir en forme. Là. Il s'était blessé la saison dernière. Et par la suite, en attaque, il y aura Mario Williams, l'ancien buteur d'Atlanta, qui a déjà prouvé qu'il avait un niveau largement suffisant pour la USL. Donc, ça risque d'être très intéressant à voir aller, là, cette équipe de Miami. Et au niveau de ceux qui sont tout en bas, on va passer un petit peu le milieu de peloton, mais on imagine qu'il y a déjà de nombreuses réserves MLS. Aussi certaines équipes qui ont un peu galéré l'année dernière, je pense à Saint-Louis ou à Hartford notamment, ou même à Memphis d'ailleurs, qui apporte cette année Tim Howard, qui va en plus d'être directeur sportif et copropriétaire, va aussi être gardien de but pour Tim Howard, pour Memphis. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ces équipes de bas de classement? Si je peux commencer avec les Red Bulls 2. Vraiment, à chaque année, je les mets dans les bas-fonds, mais vraiment, cette année, j'ai l'impression que ça va être très, très, très bas-fond. Là. Vraiment, ils ont perdu leurs meilleurs éléments, soit ailleurs en MLS ou avec l'équipe première. Là. Donc j'ai assez peur pour cette équipe-là. À chaque année, il semblait avoir un noyau, mais là, cette année, vraiment, ça va être très difficile. Ils ont perdu leur gardien d'expérience, Evan Leroux, Jordan Scarlett qui est parti également. Donc, ça risque d'être assez difficile. Sinon, les autres réserves de MLS également. Il y avait le Bethlehem Steel qui est désormais rendu le Philadelphia Union 2. Lui également, ça risque d'être une saison très longue. Et sur Park Rangers, c'est rendu les Sporting Kansas City 2 également, que ça risque d'être une saison assez longue.
Et par rapport à l'année passée, je pense qu'Hadford va s'améliorer quelque peu, mais je les vois pas vraiment se batailler pour les positions de tête. Fait que c'est vraiment là, le fond du classement risque d'être SKC, l'Union et Red Bulls et Hartford par la suite. Pour Memphis, j'ai quand même plus d'espoir pour eux cette saison, même si je les vois pas à côté des séries, mais je crois vraiment qu'ils vont se battre pour une position, pour une place dans les séries. Saint-Louis également, je pense que Saint-Louis s'est quand même très bien amélioré. Donc vraiment, ça va être une chaude lutte là, dans l'Est parce que il y a plusieurs équipes qui peuvent espérer accrocher une place là, en série. Je crois vraiment que les 3-4 dernières positions là, à l'Est, là, ça va être très, très serré. Là. Et je serais pas surpris de voir cette année comme la saison dernière avec l'Ouest, là, seulement 8 à 10 points qui séparent le 6e de la 13e place ou quelque chose du genre. Là. J'aimerais juste parler un peu t'as parlé un peu de Saint-Louis. J'aimerais juste parler parce qu'il y a quand même 3 anciens joueurs de Fury d'Ottawa hein, qui ont rejoint Saint-Louis. Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose d'intéressant? Parce que je sais qu'on a beaucoup de personnes qui nous écoutent d'Ottawa. T'as Walfall qui a signé, Moore-Samb et puis Jérémy Gagnon à l'appareil. Tu penses quoi de ces acquisitions-là? Oui, c'est ça. Ben, ça fait partie de pourquoi je dis qu'ils se sont améliorés cette année. Là. Déjà, comme j'ai dit, le gardien de Pittsburgh qui est arrivé, Carl Martin. Mais vraiment, Walfall revient à Saint-Louis. C'est un joueur qui a déjà joué à Saint-Louis. Donc, il connaît déjà le club et tout. Il risque de très bien s'acclimater. Mais oui, Jérémy Gagnon-Lappareil, là, ça risque d'être un joueur clé au milieu. Il a toujours bien fait en USL avec Ottawa, donc j'ai pas peur pour lui, surtout qu'il est très polyvalent. On l'a vu la saison dernière en tant que latéral, en tant que milieu, même en tant que buteur. Donc ça risque d'être très bien pour Saint-Louis. C'est une belle acquisition. Il peut dépanner partout, donc s'il y a des blessures, c'est parfait. Mais oui, j'ai trop hâte de voir Morrison. Parce que ça va être sa 2e saison aux États-Unis. Il avait très bien fait à Ottawa. Et j'espère que ça va être la même chose là, à Saint-Louis. Ça risque d'être vraiment une des belles acquisitions s'il confirme à sa 2e année. Là. C'est sûr qu'il y avait un Albert Decoy qui a un peu du même profil, un jeune espoir buteur, mais vraiment, je pense que ça a été une belle lutte entre les deux. Et si tout se confirme, là, ça risque de très bien aller à Saint-Louis, surtout qu'ils ont un nouvel entraîneur, Steve Trichuk, qui arrive de Colorado Springs, qui a pas eu des succès récemment, mais un nouveau projet pourrait également le relancer lui également. Là. Oui, puisque Anthony Pulis est parti maintenant assistant à l'Inter de Miami. Ils ont aussi perdu le general manager qui est parti lui à Chattanooga FC en Nissa, donc peut-être une grosse année de changement en effet pour Saint-Louis. Et moi Memphis, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va faire Tim Howard, parce que malgré on se moquait un petit peu gentiment de lui, mais la dernière saison n'a pas été si mauvaise en MLS par rapport aux 2 précédentes, je trouvais. Peut-être parce que l'équipe était meilleure en général, mais c'est marrant d'avoir un directeur sportif dans les buts, enfin un copropriétaire. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'il va faire cette saison avec Memphis, surtout que c'est une équipe qui attire pas mal, donc pourquoi pas. On peut passer à l'Ouest qui est vraiment dominé par une équipe qui est un peu le LAFC de cette USL, c'est le Phoenix Rising. On l'a dit un petit peu en entrée, ils avaient un attaquant Adam Jan qui est parti, mais il reste quand même des joueurs comme le MVP, Solomon Asante ou Junior Flemings. Donc dis-nous un petit peu comment tu le sens cette année pour les favoris de la ligue, le Phoenix Rising. Mais honnêtement, c'est plate à dire pour les autres clubs de l'Ouest, mais j'ai l'impression que Phoenix est encore plus fort cette année. Vraiment, malgré le départ d'Adam Yan, ils sont allés chercher Saint-Timor, le milieu offensif de New Mexico que j'avais adoré la saison dernière. Ils sont allés chercher également d'autres joueurs là, de d'autres clubs en USL vraiment pour rajouter de la profondeur. C'est parfait. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui a un peu été en leur défaveur vers la fin de saison. J'ai l'impression qu'il manquait de profondeur. C'est tout le temps le même 11 qui jouait et peut-être qu'il a manqué de rotation ou vraiment de jambes fraîches vers la fin de saison. Là, je pense que c'est un peu normal en même temps. Je pense qu'ils avaient le record en ligne de mire. Ils ont peut-être oublié un peu la Coupe USL, même si c'est un grand accomplissement. Là. Malheureusement, ils l'ont pas fait, mais cette saison, je serais pas surpris qu'il y arrive, surtout avec
avec le nouveau buteur international azerbaïdjanais, Rufat Dadashov. Vraiment, j'ai très hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire en USL. C'est pas le genre de recrutement d'habitude que Phoenix fait. Vraiment plus du type Europe de l'Est. Je pense que c'est la première fois qu'ils font un transfert de ce genre. Ben, c'est ça, Dadashov a surtout évolué dans les divisions inférieures là, en Allemagne et tout. Donc, ça risque d'être un joueur assez intéressant, surtout qui est international. Là. Donc, j'ai très hâte de le voir là, au club de Didier Drogba. Et derrière, il y a 3, un peu, je pense, prétendants peut-être, voilà, pour essayer de déloger les rois de Phoenix. El Paso, notamment, Locomotive, aussi Renault, peut-être le Real Monarchs. Est-ce que tu vois une de ces équipes challenger Phoenix? Moi, je pense que cette année, El Paso a vraiment l'étoffe pour être un peu le outsider. Et je crois qu'il vise vraiment les premières places. El Paso, la saison dernière, malgré une saison d'expansion, on sait que c'est assez difficile. Ils se sont rendus en finale de conférence. Ils ont perdu face aux Real Monarchs. Donc, ils ont très bien fait. Et même, ils méritaient pratiquement la victoire. Là. Donc, c'est excellent. En plus, ils ont continué à se renforcer avec, d'ailleurs, deux joueurs francophones, Distel Zola de Tour FC et Fabrice Focobo du Sporting Portugal. Donc, c'est très intéressant. Mais malheureusement, leur buteur vedette, Jérôme Kiswiller, est parti à l'Inter Miami. Donc, ils sont allés chercher Mario Lomis de North Carolina FC. D'ailleurs, c'était son premier match hier. On enregistre samedi. C'était son premier match vendredi. Et il a très bien fait. Là. Il y a eu plusieurs occasions. Malheureusement, il ne les a pas converties. Mais comme un premier match à l'extérieur, il a quand même bien fait ça. Et pour El Paso, on va continuer à suivre Alexis Bossetti. J'ai très hâte de voir s'il va bien s'acclimater avec le nouveau buteur, Mario Lomis. Mais si les deux ont une belle relation, là, ça va faire un duo assez infernal en USL. Et si on continue avec moi, le troisième que je verrais en pole position, là, ça serait les Real Monarchs. C'est tout simplement les champions en titre. Ils ont eu quand même plusieurs départs, mais ils ont réussi à avoir des arrivées quand même de renom. Comme ils ont même signé un joueur qui a participé à la Coupe du Monde 2018 avec le Panama, Ricardo Avila. Qui est, je pense, un défenseur ou un milieu, je me souviens plus. Sinon, il y a Taylor Pay qui fait son retour en Utah. Là. On avait pu le voir avec le Real Salt Lake. Mais sinon, la grosse signature, c'est Arturo Rodriguez, la pépite du FC Dallas, qui finalement signe avec les Real Monarchs. Donc, j'ai hâte de voir si Rodriguez va être capable de remplacer des joueurs comme Michael Chang et Douglas Martinez. Mais vraiment... je pense qu'avec un Jamison Olave qui commence à prendre ses aises au poste d'entraîneur-chef, les Real Monarchs ne sont pas négligés comme la saison dernière. Adi, c'est intéressant, on voit de plus en plus de mouvements entre les divisions, j'ai l'impression. Là, on parlait de Arthur Rodriguez qui passe du coup d'une réserve de Dallas, mais qui est en Ligue 1 à la USL Championship. Est-ce que tu as l'impression qu'on voit de plus en plus de mouvements entre les divisions américaines? Bah oui, et c'est ce qu'il faut. Si jamais tu veux que cette ligue-là, que le foot aux US soit pris de plus en plus au sérieux, ça doit passer par ça. Ça doit passer par une certaine progression. Il doit y avoir, pas seulement pour les joueurs locaux, mais aussi pour les joueurs internationaux, ils doivent avoir une certaine, un certain espoir de pouvoir commencer du bas pour arriver au haut. Tandis qu'avant, on voyait pas trop ça. Donc, comment tu allais convaincre un petit jeune qui vient de France, disons, de national, qui a 18-19 ans, que personne ne connaît, qui signe en disons, USL League 1 ou en USL Championship, comment tu vas le convaincre de venir signer en USL Championship si jamais tu lui dis, il y a presque pas de possibilité que tu arrives en MLS, même si tu jamais été un excellent joueur pendant 2-3 ans. À ce moment-là, c'est un peu moins attirant. Mais là, maintenant, on commence à voir ce genre de choses. Donc, ça encourage non seulement la MLS, ça encourage aussi la USL Championship parce que c'est la même chose avec les équipes inférieures en USL League 1. Si jamais on a un joueur qui performe là, à ce moment-là, il va être entre guillemets promu à un club de USL Championship. Puis je pense que c'est très, très important pour l'attractivité de nos ligues nord-américaines. Très clairement, ouais. D'ailleurs, on parlait de El Paso, ils ont perdu Jérôme Casey-Water à l'Inter Miami, donc il y a une vraie pipeline de talents qui part de la USL Championship à la MLS de plus en plus.
Anthony, les nouveaux, un petit peu à l'ouest, il y en a un et il est dans les papiers de pas mal de journaux puisque c'est le San Diego Loyal qui est coaché par Landon Donovan, la légende américaine. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce San Diego Loyal? Tu parlais de Joe Greenspan qui est arrivé en défense centrale. On a aussi Sal Zizzo, le vétéran MLS. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'il faudra qu'on garde à l'œil? En tout cas, moi, c'est l'équipe que je vais suivre le plus. Mais bon, ça c'est moi personnellement, elle m'intéresse beaucoup. Pour Landon Donovan ou pour Sal Zizzo? Non, en fait, c'est pas juste pour Sal Zizzo. Je trouve que j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait. Je sais pas, j'ai comme l'impression, je sais pas, je connais un peu Climanta, le Monténégrin aussi. Donc bref, je sais pas, c'est une équipe qui m'attire. Vraiment, c'est assez bizarre pourquoi. Mais voilà, c'est une équipe qui m'intéresse. Colin Martin, que j'aime bien, qui était à Minnesota aussi. Bon, bref, des petits joueurs que j'aime bien. Vas-y, Anthony. Oui, parfait. Moi, c'est surtout le duo là, Raúl Mandiola et Irvin Parra qui va refaire surface. Ils avaient déjà évolué ensemble à Las Vegas et c'était vraiment un duo excellent. Donc, j'ai hâte de les voir à San Diego. Vraiment, c'est pas mal ça, le noyau clé de joueurs. Sal Zizzo, Greenspan, Colin Martin, Mandiola, Parra, et je pourrais rajouter Emra Climanta également, là, qui avait très bien fait la saison dernière avec Reno. Donc, moi, l'inquiétude que j'ai du côté de San Diego, c'est vraiment, après, ils ont un 11 type, un des meilleurs 11 types en USL, mais c'est par la suite sur le banc. Vraiment, ils ont 11 bons joueurs, mais par la suite, là, il n'y a plus de joueurs que je connais, malheureusement. J'ai assez peur que la profondeur soit très limite. Peut-être que Landon Donovan nous a sorti va nous faire découvrir des joueurs, et c'est sûr qu'il y en a certains là-dedans qui vont se découvrir, mais j'ai peur que peut-être vers la mi-saison, vers la fin de saison, quand ça compte, que les blessures ont commencé à s'accumuler, j'ai peur que l'effectif soit très limite, là. Mm-hmm. D'accord. Et dans le même état de Californie, on a aussi le Sacramento Republic, qui était avant un petit peu une grosse puissance de la conférence Ouest, et j'ai l'impression que ces dernières saisons, ça s'est un peu calmé, alors qu'ils vont bientôt arriver en MLS. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur Sacramento? Oui, en fait, c'est sûr, faut compter sur Cameron Iwaza pour marquer minimum sa dizaine de buts. Là. Vraiment, Iwaza, selon moi, c'est un des meilleurs buteurs en USL. Là. Et, par la suite, ils sont allés chercher Thomas Hilliard-Arce, le défenseur central du LA Galaxy, qui a surtout joué avec la réserve, que moi j'adore. Je trouve que c'est un excellent défenseur. Mais sinon, ça a quand même été une saison morte pour Sacramento, très tranquille, là, excepté Hilliard-Arce. Il y a comme assez bons joueurs, il y a peut-être Carlton Belmore qui a signé, l'ailier de Nashville, qui va tenter de, encore une fois, percer un alignement pour peut-être poursuivre en MLS. Donc vraiment, là, je mettrais pas mon argent sur Sacramento cette année, même si ça risque de faire un peu mieux que la saison dernière. Mm-hmm. Et au niveau des surprises, alors il y a vraiment une tonne de clubs à parler dans l'Ouest. J'ai en train de réfléchir, je ne sais pas lequel te mener, mais on peut parler il y a San Antonio FC qui a notamment accueilli Luis Solignac, le FC Tulsa qui a totalement repensé son logo, son nom pour devenir quelque chose de beaucoup plus épeuré, le Las Vegas Lights qui est toujours aussi connu pour ses actions de communication assez folles. Le Colorado qui a changé d'entraîneur et qui a maintenant Alan Coach, l'ancien de Cincinnati. Est-ce que tu vois un de ces clubs faire la surprise de l'année à l'Ouest? Ouais, en fait, moi j'ai l'impression qu'un club qui risque de très bien faire cette année, c'est Tulsa. Vraiment, là, ils sont allés chercher là, deux des très bons joueurs de Nashville en Bradley Bourgeois et Lebo Moloto. Par la suite, ils sont allés chercher le duo cubain du Miami FC, Dario Suarez et Ariel Martinez. Ils sont allés chercher deux très bons joueurs nigérians. Donc, vraiment, là, à tout ça, c'est devenu un club très, très compétitif, plus sérieux avec des nouveaux propriétaires, un rebranding qui fait très professionnel. Donc, vraiment, là, à tout ça, là, ça risque de très bien faire cette saison-là. Je les vois vraiment pas en tant que avant-dernier ou avant-avant-dernier, là, parce que vraiment, là, c'est au moins top 10 selon moi, tout ça. Sinon, il y a Colorado, que j'ai aimé. Qu'est-ce qu'ils ont fait durant la saison morte? Avant la fin de saison 2019, ils avaient embauché Alan Cox,
qui est un bon entraîneur de division inférieure, là. Je pense qu'il devait faire ce genre de recrutement parce que vraiment les switchbacks, ils attendent un nouveau stade dans les prochaines années. Donc, s'ils veulent attirer les supporters, ça prend une équipe compétitive et ils l'ont fait. Vraiment, il y a 2 joueurs qu'Adi va connaître. Mamadi Camara, qui avait été repêché par les Earthquakes de San José. Le Canadien, même voire québécois, si je ne me trompe pas. Qui risque de faire du bien à cette équipe du Colorado. Aiden Daniels également, qui pourrait potentiellement aller aux Olympiques. Il signe en parlant du Toronto FC. Sinon, la grosse signature, là, c'est Georges Lebez, le Sud-Africain là, qui arrive directement de la première division sud-africaine. Là. Donc, c'est des beaux recrutements qui risquent d'aider là, l'attaque du Colorado, qui était tout simplement la pire en USL. Donc, ça risque d'être intéressant. Sinon, c'est comme tu l'as dit, Antoine, San Antonio, ils ont accueilli quand même plusieurs joueurs en prêt, comme Dane Sinclair ou Callum Montgomery. Montgomery il vient de Dallas, Sinclair de Minnesota. Sinclair qui également aussi pourrait aller aux Jeux Olympiques. Donc, ça reste à voir. Sinon, c'est ça. Les grosses recrues, c'est PC, et le joueur qu'on avait vu, le milieu, là, Victor Pagliari-Giro. Qu'on a vu évoluer à Vancouver ou même à Orlando. Sinon, Zachary Riveau, qui lui arrive de Birmingham, qui est un joueur des Revolution de la Nouvelle-Angleterre qu'on a pu voir à la dernière Gold Cup, que moi j'aime personnellement. Et sinon, Louis Solignac, le défenseur pas le défenseur, le buteur qu'on avait vu au Chicago Fire. J'ai été assez surpris de le voir arriver en USL, mais il risque d'être assez bon, je pense, en USL. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Ouais, moi je pense que le San Antonio ça va être une des grosses surprises de l'année. J'ai vraiment très hâte de voir Louis Solignac avec eux et ils ont l'air d'avoir fait plutôt de bons mouvements de ce côté-là. Adi, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, en fait, c'est drôle parce que j'étais en train de regarder, bien évidemment, je me suis préparé parce que c'est sûr, l'expert de Culture Soccer en USL, c'est bien Anthony. Mais je me prépare, bien évidemment, avant le podcast. Puis j'ai trouvé très intéressant le fait que San Antonio, c'est l'équipe qui a la meilleure valeur marchande de la ligue, selon, bien évidemment, Transfer Market. Donc, ouais, c'est assez intéressant de voir une équipe, en plus très jeune, avec une moyenne d'âge de 23 ans. Ça m'étonnerait pas, après avoir vu ces stats-là, de voir une équipe de San Antonio vraiment impressionner puis être dans les premières places. Ça m'étonnerait pas. Après, Dane Sinclair, je pense que notre rédactrice sur Culture Soccer, Nathalie, je pense pas qu'elle aurait de très bons mots à donner sur Dane Sinclair, qui était prêté en Ligue 1, en USL Ligue 1, je pense, l'année passée. Donc voilà, je sais pas si c'est un bon recrutement pour elle, mais c'est ça. C'est sûr que du niveau de Dane Sinclair, je pense pas qu'il vient pour remettre le titulaire indiscutable. Là. Il y a un Matt Cardone devant lui qui est le gardien à la grosse barbe, là, qui est vraiment d'un très bon niveau. Donc, je pense pas qu'il va s'imposer dès le départ, mais il peut intégrer la rotation et faire peut-être une dizaine de matchs durant la saison. Là, je serais pas surpris. C'est sûr. En tout cas, c'est intéressant. C'est intéressant. Cette équipe-là, elle a l'air assez intéressante. Excuse-moi, Antoine. Pour clore la conférence Ouest, juste Anthony, au niveau du bas classement, est-ce qu'on va retrouver encore Portland et puis Tacoma, la réserve de Seattle, ou est-ce qu'il y a d'autres clubs qui peuvent aussi avoir la wooden spoon, comme on dit, la cuillère en bois pour cette saison? Les Timbers la saison dernière avaient quand même très bien fait. Ils s'étaient qualifiés en série, mais du côté des clubs que ça risque d'être un peu plus difficile, c'est sûr que Tacoma vont y faire partie. Les RGV Toros, ça va être la dernière saison comme affilié de Houston. Ça va être assez difficile également. Sinon, oui, ils sont affiliés de Houston. Déjà, Houston, en MLS, ça va pas très bien. Donc, les réserves de Houston, ça doit pas être extraordinaire non plus. Ouais, désolé à notre ami, à l'ECM du compte Twitter de Houston. Mais genre, vraiment, c'est pas reluisant ce qu'on voit du côté de Houston en MLS. Donc, côté Rio Grande Valley, ça m'étonne pas non plus. et par la suite, la réserve du LA Galaxy également, là. Sinon, excepté ces 3 équipes-là, j'ai l'impression que pratiquement toutes les équipes peuvent espérer à faire quelque chose cette année. Je l'ai écrit dans le guide, là, mais encore une fois, cette année, là, comme je l'ai dit à l'Est, là, ça va être une des saisons les plus
serré, je crois, et je serais vraiment pas surpris de voir seulement quelques points séparer la 15e place de la 16e place. Là. Vraiment, là, j'ai l'impression que pas mal toutes les équipes sont de niveau équivalent. C'est sûr qu'on va en avoir une ou deux, excepté ceux que je viens d'énumérer, là, à être un peu plus dans le fond du classement. Des équipes qui vont nous décevoir, mais excepté ça, là, j'ai l'impression qu'il va y avoir au moins 14 équipes qui vont se battre pour les séries, là, nul doute. Exactement, j'aimerais juste mentionner pour nos auditeurs qui peut-être essayent de se familiariser avec la USL. En USL, c'est un peu différent de la MLS. Ben, il y a 10 équipes par conférence qui se qualifient en série. Donc, c'est pas 7 équipes comme MLS, il y en a 10. Donc, c'est pour ça que Anthony parle entre la 7e et la 15e, donc en disant qu'il y aura une chaude lutte pour les 4 dernières places. Donc, c'est pas pour une seule place qu'ils vont se battre, mais pour 4 places. Et aussi, un autre aspect intéressant, c'est qu'il n'y a pas de duel interconférence. Donc c'est-à-dire que pendant toute l'année les conférences Est et Ouest ne se jouent pas, donc ça crée parfois des différences de style un petit peu, et on l'a vu Anthony récemment, la conférence Est était censée être sur le papier un peu meilleure avec notamment les Red Bulls 2, Louisville qu'on a mentionné un peu plus tôt, même peut-être North Carolina. Est-ce que tu as l'impression que cette année, avec en plus de Phoenix toutes les équipes dont on a parlé, El Paso, New Mexico, des équipes qui un peu ont explosé ces dernières années, tu penses que l'Ouest est la meilleure en termes de talent, la conférence la plus avancée? C'est toujours dur à dire à chaque saison, mais c'est sûr que selon moi, là, surtout cette saison, j'ai l'impression que les meilleurs joueurs ont été recrutés à l'Est. Il y a eu à l'Ouest, désolé, il y a eu des très bons joueurs à l'Est également. Mais j'ai l'impression que vraiment, comme le duo de Cubains du Miami FC, ça risque d'être très bon. Il y a eu l'international Abzerdijane, Dadashov également. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'à l'Ouest, cette saison, ça risque d'être très, très, très fort, surtout qu'on l'a vu la saison dernière avec les Real Monarchs. Là, et ils ont assez vaincu facilement le Louisville. Et je serais pas surpris là, qu'il y ait un vent de changement cette année, pas cette année, mais dans les prochaines années en USL, que l'Ouest soit un peu plus supérieur, mais excepté au final, là, la USL, c'est complètement deux ligues différentes là, avec l'Est et l'Ouest. Il y a l'Est qui se joue en début de soirée à l'heure du Québec, et ensuite il y a l'Ouest qui joue à la fin de soirée, mais c'est vraiment c'est divisé un peu, mais c'est exactement ça. C'est deux ligues différentes et c'est ça qui est fun avec l'USL. On peut avoir deux équipes, on pourrait dire favorites, une à l'Est et une à l'Ouest. Ouais, c'est vrai. Ben, moi, je vais personnellement suivre beaucoup de Tacoma Defiance, la réserve de Seattle, qui, malgré avoir des difficultés, a quand même beaucoup de jeunes, donc c'est intéressant toujours pour la première équipe. Et à l'Est, j'avoue que Miami FC me tente pas mal, surtout que c'est marrant de revoir Lloyd Sam. Toi, Adi, tu as parlé de San Diego Loyal, s'il y a quelqu'un à l'Est? Ouais. Ben, à l'Ouest, oui, j'aimerais bien voir aussi San Antonio, que j'ai vraiment envie de suivre aussi, de part, bien évidemment, il y a l'ancien de l'Impact de Montréal, hein, il y a Blake Smith qui est là-bas, que j'ai bien envie de suivre. Après, j'ai bien aimé le recrutement aussi. Donc voilà, les deux équipes que j'ai envie de suivre. Et toi, Anthony, ton équipe Nashville est partie en MLS, donc quel club vas-tu regarder de près? Moi, du côté de l'Est, j'aime bien ce que Charlotte est en train de faire. Donc, je pense que j'ai bien suivi Charlotte cette année à l'Est. Et d'ailleurs, là, c'est en parlant de l'Est, là, si vous voulez suivre une équipe, je vous conseille d'aller suivre le compte francophone de Louisville, CTFC, là, qui fait un très bon boulot en USL. Sinon, à l'Ouest, je pense que je vais y aller avec tout ça. Que j'avais déjà une affection même avant le rebranding. Et là, durant la saison morte, ils sont allés chercher deux joueurs de Nashville avec Bourgeois et Moloto. Là, donc, je pense bien que je vais suivre l'FC tout ça cette année du côté de l'Ouest. Là. D'accord, parfait. Sur ce, je pense qu'on a un petit peu fini ce preview. On vous renvoie vraiment sur le guide d'Anthony qui est très complet sur notre site Culture Soccer. On a d'ailleurs les guides qui arrivent petit à petit. La Ligue 1 aussi arrivera, puis la NWSL pour le championnat féminin arriveront quand les saisons commenceront. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Est-ce que vous avez un dernier mot sur la USL ou sur le podcast en général?
Non, moi j'ai juste, il faut pas oublier aussi qu'on a le guide de CanPL qui viendra aussi, pour ne pas l'oublier. Mais oui, j'ai rien à dire sur la USL. C'est sûr que je vais m'y intéresser un peu plus cette année. Je trouve que la ligue, qui est une ligue que j'ai pas vraiment suivie dans ma vie, là, c'est une ligue qui commence à être de plus en plus intéressante. Je regarde les mouvements, puis il faut dire qu'Anthony est assez contagieux. Donc voilà, je pense que cette année je vais suivre un peu cette ligue de plus près. Ouais, on va essayer de la couvrir d'ailleurs un peu toute l'année, mais c'est vrai que moi aussi, je me souviens je la suivais au tout début du podcast en 2018, il y a 2 ans qu'on a commencé avec Anthony, et c'était assez, il y avait peu de schémas tactiques, je trouvais beaucoup de longs ballons vers l'avant et de passes un peu ratées, et ça fait 2 saisons que quand je regarde des extraits ou des résumés, ça s'améliore, j'ai l'impression, d'un point de vue technique. Donc Anthony, on va suivre ça avec toi toute l'année. Oh oui, ça me fait plaisir d'avoir des matchs avec qui parler. Là, vraiment, c'est une ligue superbe. Là. Je pense que chaque club a un peu leur façon de jouer. Et c'est pour ça que je pense que chaque personne qui aime le soccer peut se rattacher à un club. Là. Ouais, carrément. Ouais. Et il y a tellement plus de fans et de culture derrière, et des grands stades. Il y a des belles choses. D'ailleurs, Louisville, on n'en a pas parlé, mais qui ont construit eux-mêmes leur propre stade spécifique au soccer pour cette saison. Donc voilà, ça grandit vraiment en 2e division. Merci messieurs, merci chers auditeurs de nous avoir écoutés, parce que c'est encore une fois un podcast un peu long. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à nous le dire, à vous abonner sur tous nos réseaux sociaux et sur les plateformes de diffusion de podcasts. Merci à vous messieurs d'avoir été là avec nous, et on se rejoint la semaine prochaine. Ciao.